Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette lettre d'intention autour de 100 Rafale, de SAMP-TNG, donc la nouvelle version de ces systèmes de défense de zone. Et nous allons également ouvrir, c'est là l'état final recherché de cette vidéo, sur la partie RH et la nécessité pour les Ukrainiens de commencer dès à présent à construire le plan de charge d'un point de vue humain pour la vision qu'ils viennent de partager avec le monde de leur future armée de l'air qui aura vocation, normalement, à dissuader tout nouveau conflit avec leurs voisins de l'Est. Nous allons notamment parler de la formation des pilotes de combat, de la manière dont elle est intellectualisée et à l'heure actuelle déroulée par les armées occidentales qui mettent en œuvre des avions omni-rôles comme le Rafale, comme la future version du Gripen, comme le Typhoon, ou comme, par exemple, du F-35. Essayez de comprendre ce qu'il y a vraiment derrière les chiffres quand on vous dit, par exemple, il y a quelques jours sur BFM, eh bien qu'il faut 8 à 10 ans pour faire un pilote de combat apte à toutes les missions sur Rafale. Eh bien oui, c'est ce temps pour faire un chef de patrouille, projection de puissance, depuis un jeune civil que l'on va prendre post-bac. Le temps pour former un pilote apte à maîtriser un avion comme le Rafale, c'est 8 à 10 années. Et donc on est vraiment sur un temps long et il faut anticiper cette montée en compétences si on souhaite avoir aux commandes un pilote apte à vraiment utiliser le spectre des missions. Maintenant, forcément, vous allez voir qu'il y a des subtilités, par exemple la transformation machine. Passer un pilote déjà expérimenté sur Mirage 2000-5 sur Rafale, c'est rapide. Et donc ce que je vous propose à la fin de cette vidéo, c'est d'y voir un petit peu plus clair, alors qu'à l'heure actuelle, si vous êtes un petit peu sur les réseaux, il y a beaucoup de bruit, mais surtout beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas vraiment la thématique, qui s'expriment. C'est une belle chose en démocratie, mais ça peut peut-être vous gêner pour votre compréhension globale de la réalité derrière les annonces. Jingle. Roger ball. Le point à retenir sur cette lettre d'intention qui couvre jusqu'à une centaine de Rafales et 8 systèmes de défense aérienne, sans oublier des drones, eh bien c'est qu'elle vient, pour la première fois j'ai envie de vous dire après les Gripen, ouvrir le futur de l'armée de l'air ukrainienne. On l'a souvent dit sur cette chaîne, on a beaucoup critiqué le fait qu'on ne dispose pas, les Ukrainiens ne partageaient pas de vision. Si vous voulez mon avis personnel, ils auraient dû faire ces lettres d'intention il y a 3 ans, de manière à ce que ça aille dans la bonne direction et non pas perdre des précieuses années du fait de l'inertie industrielle et également, on va le voir, de l'inertie RH. Maintenant, c'est fait, mais il ne faut pas faire l'amalgame entre une lettre d'intention et une commande. Donc, les Ukrainiens partagent leur vision, vont dans la bonne direction. Maintenant, il n'y a pas encore signature. La bonne chose, c'est que maintenant que cette vision est connue, probablement 100 à 150 Gripen, une centaine de Rafales, eh bien, il va être beaucoup plus facile pour l'armée ukrainienne de tout mettre en œuvre pour atteindre leur objectif, qui sera vers les années 2035, 250 avions de combat, environ, de génération moderne occidentale. De quoi vous avez besoin pour mettre ça en œuvre? Alors déjà, on va regarder à l'heure actuelle ce dont ils disposent. À l'heure actuelle, vous avez des anciens avions de fabrication du bloc soviétique, du MiG, du Sukhoi, mais désormais du F-16 d'occasion, du Mirage 2000-5 plutôt en fin de vie, et forcément, ces cellules, ces aéronefs vont arriver en bout de potentiel dans pas très longtemps, dans les prochaines années. C'est pour ça que cette lettre d'intention vient proposer une vision, vient anticiper là où ces dernières années, on a plutôt vu des annonces réactives. Donc on a vraiment ce switch qui est remarquable au sens premier du terme. En gros, ça arrête un petit peu d'être dans les cordes et de toujours demander du matériel ou de se faire livrer du matériel, faire des annonces alors qu'on est dans les cordes. Et là, on commence à vouloir, au niveau du pouvoir ukrainien, redonner de la visibilité, redonner de la confiance, redonner un cap, tout simplement. Cap qui est nécessaire pour atteindre un format, une certaine vision. Point important,
plus votre programme militaire, l'armement est lourd, plus la durée de réaccélération ou de mise en œuvre et d'acquisition est longue. Regardez le PANG, nos futurs porte-avions, on est sur de très longs programmes. Un avion de combat, long programme également. Du fait des commandes, on a près de 240 Rafales qui sont encore à livrer et des capacités de production, ça va monter à environ 33 Rafales par an là, incessamment, sinon sous peu. Il ne faut pas oublier qu'il y a 400 à 500 sous-traitants de Dassault qui vivent grâce à ces contrats export. Eh bien, ça prend du temps et parce que ça n'a pas été anticipé avant, alors vous allez me dire comment on aurait pu anticiper? Peut-être, il y a 3 ans, la France aurait pu commander 150 Rafales. On les aurait commandés, et puis on aurait comme ça réservé des créneaux, on aurait donné de la visibilité à l'industriel, qui aurait pu accélérer plus rapidement. Et puis en fait, puisqu'on n'en a pas forcément besoin à très court terme, on aurait pu privilégier certains avions pour le marché export. C'est ce qu'on fait par exemple avec des Airbus, avec des Boeing. Ça existe, il y a des compagnies qui achètent des slots d'avions plusieurs années à l'avance, après qui les revendent plus cher. C'est un business qui existe dans l'aérien. On peut regretter que la volonté politique n'ait pas été donnée de la visibilité à nos industriels ces dernières années. Mais bon, ça commence à changer. J'ai envie de vous dire, tant qu'il n'y a pas de commande, il n'y a rien de ferme. Toujours est-il, cette flotte vieillissante va devoir être remplacée. Gripen, Rafale, c'est cohérent. Gripen, excellent avion pour faire de la défense, un avion qui est rustique, qui a été réfléchi pour de la remise en œuvre rapide, qui n'a pas une capacité de projection de puissance comparable à celle du Rafale, mais qui fait très bien le job pour du défensif, surtout qu'il peut être sujet à du veto américain. Donc c'est un très bon avion pour du défensif. Pour ce qui est de la dissuasion conventionnelle et de faire peser le risque de savoir pénétrer chez l'adversaire, le Rafale est un excellent choix, surtout qu'il est ITAR-free, c'est français, et à partir de là, vous n'avez pas besoin de l'accord des Américains pour, si vous le souhaitez, faire des manœuvres offensives chez l'adversaire. Donc c'est un choix qui est très intelligent. Maintenant, il va falloir amener la flotte à évoluer du MiG, du Sukhoi, peut-être du F-16, à moins qu'ils en gardent pas mal, parce qu'il y a un gros pool disponible de F-16 au niveau mondial, Mirage 2000-5, vers le Rafale. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, dans l'armée, on appelait ça le biseau. J'ai connu le biseau du super étendard au Rafale. Comment est-ce que ça fonctionne? Généralement, vous allez envoyer des pilotes expérimentés sur Rafale. Alors, vous allez retirer du service certains avions et vous allez prendre ces pilotes et les transférer vers le Rafale. Comme ça, vous avez des pilotes expérimentés qui se font transformer, qui découvrent la machine, qui affinent la technique et le cadre d'emploi pour la force nationale. Et après, derrière, vous envoyez des jeunes pilotes qui vont être formés par ces anciens. Ça, c'était la méthode Marine nationale. Ça fonctionne plutôt bien. Transformer un pilote expérimenté, par exemple sur Mirage 2000-5, vers le Rafale, en moins d'1 an, vous avez quelqu'un qui va être largement opérationnel. Et si vous avez besoin d'aller très vite, en 4 à 6 mois, il va pouvoir faire des missions RR sans aucun souci. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Rafale est une merveille omni-rôle. Tout type de mission. Et là, on va toucher un point important. Quand vous commandez du matériel très cher, de magnifiques avions qui vous proposent vraiment de mission, ça serait dommage de mettre à bord un pilote qui soit monomission. À partir de là, il va falloir former le pilote à une multitude de missions. Et donc la grande question est, est-ce que les Ukrainiens vont faire le choix, dans un premier temps, de spécialiser des escadrons, un escadron qui ferait que de l'RR avec les anciens du Tir-5, un escadron qui ferait que de l'air-sol avec peut-être des anciens des Sukhoi d'attaque au sol, et d'avoir comme ça des spécialités qui permettraient de réduire le temps de formation, mais qui vous amèneraient à sous-exploiter le potentiel de vos machines. C'est un choix, ça peut être fait, ça a été fait pendant une période dans la Marine nationale, après on a arrêté, on est passé vers tous les pilotes qui devaient être toute mission, car la spécificité du Rafale, c'est que des fois, en vol, vous allez devoir changer de casquette, vous reroller, et là, c'est dommage d'avoir un équipage qui n'est pas en capacité de le faire pour des raisons tactiques. Maintenant, récemment, sur BFM TV, je disais qu'il faut 8 à 10 ans pour faire un pilote. Oui. Le temps pour former un pilote apte à maîtriser un avion comme le Rafale, c'est 8 à 10 années. Et donc, on est vraiment sur un temps long et il faut anticiper cette montée en compétences si on souhaite avoir aux commandes un pilote apte à vraiment utiliser le spectre des missions. Pourquoi il faut 8 à 10 ans en Occident pour faire un pilote toute mission? Parce que dans un premier temps, vous voulez donner un cadre intellectuel à votre pilote. La moitié des pilotes français suivent une formation d'ingénieur. À partir de là, ils ont une certaine manière de réflexion, une certaine manière de réfléchir. Et l'avantage, c'est qu'ils sont habitués à résoudre des équations. Et un vol, une mission, c'est une équation avec différentes variables qu'il va falloir résoudre. C'est pour ça qu'on aime les mathématiques dans l'aviation, c'est un moyen de réfléchir. Une fois que cette formation d'ingénieur est terminée, vous avez forcément parlé de la formation de militaire et la formation d'officier. Ensuite, formation théorique au vol. En France, on fait une formation plutôt longue avec la même théorie que les pilotes de ligne.
clairement faire plus court. Aux États-Unis, ils font une version de quelques semaines. Et ensuite, derrière, vous avez la formation initiale sur avion léger. Derrière, une formation plus avancée. Et ensuite, vous faites votre transformation sur machine. Là, vous arrivez sur Rafale. En à peu près 1 an, vous allez savoir maîtriser le Rafale et mettre en œuvre les missions, les systèmes embarqués. Et derrière, vous arrivez en unité. Et là, vous allez vraiment découvrir le monde de la tactique. Ce monde de la tactique est d'autant plus compliqué que vous devez être omni-rôle et donc tout apprendre. Et là, vous êtes encore parti pour 1 ou 2 ans. Donc, pour faire très simple, si vous ne faites pas la formation d'ingénieur, que vous faites que la formation militaire, formation d'officier express, petit peu de théorie et derrière du vol, en 3 à 4 ans, vous pouvez faire du Rafale et suivre un leader. Le problème, c'est que vous êtes comme aux commandes d'une machine à 100 millions d'euros avec énormément de capacité. Vous n'allez pas forcément savoir bien l'exploiter tactiquement. Donc, vous avez besoin d'un chef de patrouille plus expérimenté. Donc, dans un premier temps, qui arrive d'une autre machine. Et après vous allez devoir passer les qualifications, ce qu'on appelle pilote opérationnel pour aller au combat, sous-chef de patrouille pour leader un autre avion, et après chef de patrouille, qui est un petit peu le Graal en France, le plus haut niveau. Et là, vous êtes tactiquement très avancé. Et là, c'est 8 à 10 années si vous voulez maîtriser le spectre des missions. Donc, avec cette lettre d'intention, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Ukraine se réveille à temps pour sa vision 2035 de dissuasion grâce à son armée, je viens de vous dire, post-guerre. Maintenant, si demain, elle devait recevoir des Rafales, certains pilotes pourraient, en moins de 6 mois, aller faire la chasse aux sheds avec. Mais est-ce que c'est vraiment ce pourquoi le Rafale a été réfléchi? En tout cas, à l'heure actuelle, on ne dispose même pas encore de roquettes guidées laser. C'est dommage et ça fait longtemps qu'on dit sur cette chaîne que ça ferait du bien quand même. Maintenant, si vous voulez vraiment comprendre l'arme aérienne et la formation d'un pilote de combat, ce que je vous encourage, c'est faire un parallèle sportif. La vraie question, c'est quel niveau voulez-vous pour votre équipe nationale? Prenez les pilotes de combat en unité opérationnelle comme l'équipe nationale, on va dire c'est du marathon. Quel est le critère pour pouvoir être dans l'équipe? Est-ce qu'il faut faire le marathon en 2h30, en 2h15, en 2h10? Et vous comprenez bien que fonction de la barre d'entrée, la formation, la sélection n'est pas la même. Si demain l'Ukraine dit on veut avoir des marathoniens et on veut avoir des pilotes qui sachent finir un marathon, le temps de formation, la barre d'entrée n'a rien à voir avec s'ils disent nous, c'est 2h10 ou rien pour le niveau opérationnel de nos pilotes. Et à partir de là, vous comprendrez que, comme un sportif de haut niveau, la sélection, la formation et l'entraînement d'un pilote est tout simplement une question de standard requis pour être opérationnel. En Occident, on met un standard extrêmement haut, d'où c'est 8 à 10 années pour le cursus de formation. Le cursus pourrait être raccourci en coupant un petit peu dans certains coins, en étant plus efficace, en utilisant plus certaines technologies comme l'eye tracking, et cela arrive, regardez aux États-Unis le Pilot Training Next, en étant un peu plus efficient dans certains coins, en travaillant un peu plus, mais ça va vous faire taper dans la disponibilité des machines. Donc oui, on peut gratter, mais il faut comprendre aussi qu'il faut la maturation, que ça prend du temps, si vous voulez avoir des marathoniens qui font un excellent temps et qui courent environ en 2 heures. Maintenant, est-ce qu'il faut forcément avoir que des marathoniens qui tournent en 2 heures pour défendre notre nation? Je ne pense pas. Et c'est pour ça que si j'étais l'armée ukrainienne, personnellement, j'irais vers des unités spécialisées, certaines de protection du ciel, d'autres d'attaque au sol, afin de réduire mon temps de formation et faciliter ma montée en compétences RH pour mes pilotes. Par contre, attention, c'est bien d'avoir des pilotes, c'est encore plus important d'avoir des mécaniciens. Alors, en définitive, qu'est-ce qu'on peut dire? Lettre d'intention, vision partagée, cohérence, oui. Maintenant, construire une armée de l'air qui va voler sur des avions omni-rôle, si les Ukrainiens souhaitent pouvoir exploiter la pleine capacité de ce nouveau matériel, c'est dès à présent qu'il faut commencer à recruter, à sélectionner, à former la nouvelle génération. Par contre, si j'étais l'armée ukrainienne, ce que je ferais également dans l'après-guerre, c'est mettre en place un corps de l'Air National Guard, de garde aérienne nationale, exactement comme les Américains, afin de capitaliser sur l'expérience de tous les militaires actuellement au combat. Car il y aura cette fatigue de la guerre, cette volonté d'avancer pour tous ces vétérans, et il faudra réussir à capitaliser sur leur expérience, à les garder au service de la nation, même à temps partiel, comme formateurs, afin de tirer tout le monde vers le haut, et afin d'avoir la capacité, avec un prix de maintien en conditions opérationnelles, RH, mais également d'entraînement, à accélérer tout en ayant une base qui soit viable. Car 250 avions de combat, si vous prenez le standard OTAN, c'est 180 heures par an par pilote pour être entraîné.
Je pense que les Ukrainiens vont réfléchir et vont nous donner des idées pour ce qui est d'avoir une armée avec un certain volume, mais une capacité grâce au corps de la réserve très rapidement de faire face et d'augmenter la voilure. À partir de là, vous l'aurez compris, je pense que ces 250 avions n'auront pas tous vocation à tourner à 180 heures par an. Je pense qu'ils iront vers un corps d'active qui aura surtout vocation à s'assurer qu'il y ait toujours des pilotes opérationnels, mais qui sera renforcé, sublimé, encadré par les vétérans de la guerre actuelle, un petit peu comme le format américain, un format dont on ferait bien de s'inspirer pour pouvoir capitaliser sur la compétence, sur l'expertise de nos Shibani, comme on dit dans l'aérien, de nos pilotes les plus expérimentés. L'armée de l'air le fait un petit peu, mais on a encore beaucoup de marge de progression quand on regarde ce que fait l'oncle Sam. Pour ce qui est des Ukrainiens, c'est sûrement la meilleure formule pour profiter pleinement de ces avions extrêmement compliqués, de très haute performance, qui viennent complètement renverser la table en termes de tactique et de doctrine par rapport à ce que l'armée de l'air ukrainienne pouvait faire avant la guerre. Sur un autre plan, il y a eu cette annonce au niveau des SAMP-T nouvelle génération. Je vous rappelle que le format de la lettre d'intention 100 Rafale, 8 systèmes de batterie, c'est en gros ce que détient l'armée de l'air actuellement. On est à 107 Rafale, 8 batteries également. Pour vous donner une idée du volume. À partir de là, on sait qu'en France, nous avons commandé en ferme des batteries qui doivent arriver à partir de l'année prochaine. La grande question est de savoir est-ce que ces commandes nationales, comme je le disais au début, vont partir vers l'Ukraine qui aura priorité ou est-ce que les commandes ukrainiennes arriveront après, sachant qu'à l'heure actuelle, les Ukrainiens ont besoin de défense solaire anti-missiles, anti-balistiques et que nous pouvons être extrêmement fiers de nos industriels franco-italiens. Pourquoi? Parce que le SAMP-T nouvelle génération, déjà le SAMP-T a été prouvé au combat et fonctionne très bien, mais l'ENG est vraiment une pépite et son seul défaut, c'est de ne pas pouvoir être produit rapidement à plus d'exemplaires. Alors je suis de retour en France, fini l'Amérique du Nord. Si je veux faire un peu l'américain, je vous dirais une lettre d'intention, good. Mais ce qui nous intéresserait vraiment, c'est de la commande ferme. Et c'est ça qui est important. Là, on a vraiment eu ce partage de la vision. Espérons pour les Ukrainiens qu'ils commencent dès à présent à anticiper les ressources humaines, qu'elles soient dans le cockpit, qu'elles soient au niveau de la maintenance. Et n'oubliez pas que dans ce genre de déplacement, il y a ce qui a été donné à la presse, qui a été donné en source ouverte d'un point de vue visible, mais qu'il y a probablement eu de nombreuses discussions qui n'ont pas à être partagés, car nous ne sommes pas dans le secret. Et quand vous regardez les différents analystes, gardez ça en tête également. La plupart ne sont pas dans le secret également, même si la tentation pour certains est forte d'essayer de vous le faire croire. Attention à la tunnelisation mentale quand on étudie ce genre de dossier. Et n'oublions pas, entre l'état de la guerre en 2025 et ce que pourrait être un conflit en 2030 ou 2035, quand on a vu la vitesse à laquelle tout a évolué ces 3 dernières années, il est possible qu'il y ait encore pas mal de surprises. Et ce que je vous propose dans un futur proche, pourquoi pas dès vendredi, c'est de vous parler de ces nouveaux CCA, ces aéronefs dont certains modèles sont extrêmement intéressants. Et d'ailleurs, les Américains ont annoncé qu'ils voulaient les vendre aux Alliés. Alors à un moment où on se pose la question, est-ce que les avions de chasse ont encore un avenir? On voit que ces lettres d'intention, que les Ukrainiens en sont persuadés, mais qu'ils seront probablement augmentés par plusieurs centaines, si ce n'est des milliers de CCA. Mais ça, c'est le sujet pendant quelques jours. Alors n'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, peut-être à bientôt dans votre entreprise et fly safe.